20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui fête, on ne le dira jamais assez, ses 40 ans en ce mois de janvier 2024. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour, je ne fête rien, moi. Il a toujours le même âge, Gauthier, en fait. Oui, ça bouge pas. Au sommaire, les portes qui claquent à la Coupe d'Afrique des Nations, celle des sélectionneurs. Après la Côte d'Ivoire et Louis Gasset, l'Algérie annonce le départ de Djamel Belmadi après la sortie des Fennecs de la compétition en phase de groupe. Et puis la colère des agriculteurs qui donne de la voix jusqu'à Bruxelles, alors que la grogne s'étend désormais aussi à l'Europe du Sud. La coordination rurale, deuxième syndicat agricole français, manifestait devant le Parlement européen ce mercredi, avec évidemment en ligne de mire aussi les élections européennes. C'est pour bientôt. On va plus loin tout de suite. On s'attendait à du spectacle, en tout cas on a droit à des surprises. La Coupe d'Afrique des Nations pourrait bien nous en réserver une de taille ce soir. La Côte d'Ivoire, pays hôte, est l'un des favoris de la compétition, joue sa survie même si elle ne dépend plus d'eux. Les éléphants réduits à espérer une déroute des équipes encore en lice pour finir parmi les 4 meilleurs troisièmes. Alors oui, ça devient très compliqué, mais en tout cas, côté ivoirien, on ne s'embarrasse pas de conjectures. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a d'ores et déjà fait les frais de la défaite 4-0 infligée par la Guinée équatoriale. Ziad Limam, décision logique ou prématurée ? Franchement, j'en ai aucune idée. Dans l'hypothèse, évidemment, où ils poursuivraient leur aventure, les Ivoiriens. Mais bon, c'est un peu la règle dans le foot. C'est-à-dire que en cours de compétition, ça peut arriver. Ouais. La défaite est tellement frappante. Le coach lui-même avait l'air désabusé, attristé, et lui-même sur le départ. Donc, je ne pense pas que ça soit particulièrement surprenant. Il y a une possibilité, donc on le sait maintenant, de repêchage. Donc, peut-être aussi qu'il si le Maroc bat la Zambie en gros, ce soir. Tout à l'heure. Il y a une possibilité pour la Côte d'Ivoire d'être présent dans les huitièmes de finale, mais c'est un enjeu qui est extrêmement... c'est quand vous parlez avec vos amis ivoiriens, ils sont à la fois excités par la possibilité d'un rebond sportif de l'équipe et en même temps d'une sainte trouille d'avoir une deuxième catastrophe du type de la Guinée équatoriale. Je ne connais pas bien le tableau, mais il semblerait qu'il jouerait le Sénégal, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des nouvelles non plus. Le grand favori. Voilà, donc moi je pense que dans toutes ces coupes, le pays hôte est censé faire un parcours absolument stupéfiant. On avait beaucoup espéré que le Qatar passe le premier tour. Résultat, ils n'ont pas passé le premier tour dans leur Coupe du Monde. Donc ça fait partie du rite. Mais c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est jeune, comme l'a dit le président Alassane Ouattara. Elle est en formation. Et puis, il y a toujours aussi ces images, vous savez, ces débats intérieurs à l'Afrique sur le fait que les entraîneurs étrangers, pas étrangers, est-ce qu'il faut des gens du cru, est-ce qu'il ne faut pas des gens du cru, est-ce que la politique se met... Le football africain n'est pas très différent finalement des polémiques qu'on peut avoir en Europe et ailleurs. Donc voilà, après, ce qui me frappe moi aussi, c'est que c'est une CAN assez spectaculaire. Ouais, on va y revenir dans un instant. Peut-être un mot effectivement de ce limogeage, Gauthier Ribinski, couplé avec les regrets exprimés publiquement par la Fédération ivoirienne de football pour le parcours des éléphants durant la phase de poule. Alors même, il faut le rappeler qu'ils ne sont pas éliminés, même la probabilité d'une victoire marocaine ce soir face aux Zambiens fait que, a priori, il y a plus de chances qu'ils restent dans la compétition que l'inverse. Est-ce que ça ne risque pas de démobiliser les joueurs, finalement, au cas où leur parcours se prolonge ? Et est-ce qu'on ne peut pas s'étonner, finalement, de ce défaitisme ? On comprend la déception, mais en tout cas, ce n'est pas perdu. Non, ce qu'il faut espérer, c'est que si, par malheur pour eux, les Ivoiriens perdaient, c'est qu'ils ne subissent pas le même sort que ceux en 2000 qui avaient été reçus par un dictateur de l'époque qui s'appelait Robert Gueye et qui leur avait dit « vous êtes la honte de la nation », qui les avait quasiment internés pendant 48 heures. Et la Fédération internationale de football était intervenue en disant « c'est pas vraiment une attitude à avoir. » Bon, ça c'est peut-être pour la blague. Mais vous trouvez que la rancœur s'exprime de manière trop ouverte déjà à ce stade de la compétition pour une équipe qui n'est pas éliminée ? Probablement. Simplement, je préfère, si vous voulez, ce qu'on a d'ailleurs toujours dit, j'invente rien, c'est qu'un pays, par exemple, qui peut se permettre, qui s'autorise justement des débats animés, mouvementés,
sur la question du foot, de la bonne tenue ou non, on pourrait croire, en tout cas on devrait croire que c'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est un pays qui a passé un certain nombre de difficultés et qui a le loisir, en quelque sorte, de se mettre en position de discuter de choses qui, d'ordinaire, ne seraient pas capitales. Quand la Côte d'Ivoire connaissait les troubles qu'elle a connus au début du siècle, il n'y avait pas la question ou très peu. Il y avait des grands joueurs ivoiriens qui étaient en Europe, comme Drogba. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est un bon signe finalement. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'on se batte là-dessus, de manière symbolique, que, évidemment, les armes à la main. Maintenant, c'est pas le cas en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien que, notamment dans des pays d'Amérique du Sud, là, c'est véritablement quelque chose qui est presque l'illustration de tout ce qui est le malaise social, etc. Donc, je préfère, encore une fois, pour répondre à votre question, que l'on se crêpe le chignon presque pour dire non, le sélectionneur était nul, ou bien c'est excessif de les enterrer alors qu'il y a encore une possibilité. Bon, voilà, il vaut mieux ça qu'autre chose, quoi. L'autre départ, c'est celui de l'Algérien, de Jamel Belmadi, après la déconvenue des Fennecs, aussi parmi les favoris. Il quitte la compétition par la petite porte, battu par la Mauritanie hier. Écoutez-le, c'était justement hier sa manière à lui de justifier la défaite avant son limogeage. Moi, je suis un gagnant, je suis un compétiteur. Donc avant chaque match, j'estime que je pars pour gagner un match. Donc après, je ne suis pas, entre guillemets, Madame Soleil. Les résultats, je ne peux pas les prévoir à l'avance. Et la tournure des événements, je ne peux pas la prévoir à l'avance. Aujourd'hui, ça a été contre nous. J'en suis à notre 6e défaite en 6 ans dans une compétition aussi importante que celle-là. On en a conscience, on prendra nos responsabilités. Ah, que dire de Belmadi et du duo qui forme avec le capitaine Riyad Mahrez, parce qu'ensemble, ils ont remporté la CAN 2019, et puis après, plus rien, élimination dès le premier tour lors de la CAN 2021, échec à la qualification de la Coupe du Monde 2022. On a un sélectionneur qui n'a pas su se remettre en question. Écoutez, j'aimerais bien être dans les coulisses du Non, mais on voit ces déclarations, mais... en tout cas. On voit ces déclarations qu'il balaye jusqu'à présent... l'autocritique, puisqu'il considère que son parcours, cette victoire de 2019... on a gagné en 2019, vous êtes injuste. Bon, la réalité du foot, c'est qu'ils ont perdu 2 CAN d'affilée au premier tour et qu'ils sont pas allés en Coupe du Monde et que c'est... Enfin, je trouve que c'est... Très personnellement, je trouve que ces débats sur les entraîneurs, c'est quand même bon. C'est ce qu'on nous donne à voir. Oui, mais voilà, bon, c'est spectaculaire. Ça fait parler nous, ça fait parler les conférences de presse. Des fois, ça dérape. Des fois, ils s'insultent. Il a envoyé balader un journaliste sportif algérien en disant qu'en gros, il était contre lui depuis toujours. Bon, c'est la dure réalité de ce sport. Si vous gagnez, vous êtes les rois du monde. Si vous perdez, il faut qu'il y ait des gens qui trinquent et qui sortent du jeu. En France, quand Didier Deschamps a perdu... Après, ça peut servir à rien. Quand Didier Deschamps a perdu le championnat d'Europe en France, le peuple demandait sa tête sur une pique, et ben il a gagné. En finale face au Portugal. Ouais, et puis il a gagné la Coupe du Monde. Donc voilà, je veux dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est derrière ces personnages, comment fonctionnent les équipes. Donc c'est clairement que sur une équipe comme l'Algérie, il y a un véritable malaise qui s'est installé, renouvellement des cadres. Est-ce que le championnat est à la hauteur? Est-ce que l'Algérie peut vivre uniquement avec des joueurs binationaux qui jouent en France, ou est-ce qu'il faut faire un effort de formation en Algérie? Mais vous avez le même problème avec la Tunisie qui a fait une coupe d'Afrique absolument pathétique et qui sort au premier tour. Vous avez le même problème avec le Ghana. Voilà, donc c'est un problème quoi, de moyens C'est pas un problème de moyens, parce que le niveau général de cette CAN est meilleur déjà. Donc on a un foot de meilleure qualité, dans des stades de meilleure qualité, avec des pelouses de meilleure qualité, avec un arbitrage. Les stades, hein. Oui, mais attendez, vous n'avez pas vu les anciennes CAN, hein. Vous êtes un peu jeune, Raphaël, il faudra que je vous emmène dans les anciennes CAN où il y avait des stades carrément vides. Donc là, il y a eu quand même un peu... il y a eu des progrès sur l'attribution des places, il y a eu le fait qu'il y a des communautés importantes en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ghana, etc., que c'est des pays limitrophes. Les stades étaient de meilleure qualité, l'arbitrage, on ne l'a pas assez dit, était de meilleure qualité, et l'impact de la VAR, il a été assez décisif, avec quelques théories du complot qui ont émergé, mais rien de très spectaculaire. Donc d'une manière générale, le niveau est monté d'un coup, et des petites équipes dont on considérait qu'elles étaient là pour faire valoir, ont montré, comme à la Coupe du Monde il y a 2 ans, comme à la Coupe du Monde d'avant, qu'il n'y a plus de véritables petites équipes. C'est le temps additionnel qui frise la dizaine de minutes.
Mais c'est normal parce qu'on le fait en Europe, ça aussi. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'en Afrique, c'est pas normal, mais en Europe, on a des temps additionnels maintenant de 8 à 9 minutes, parce qu'on fait comme le foot américain, on trouve ça sympa, on compte tout, le type il tombe, on compte une seconde, ils discutent. Donc c'est partout pareil. Moi, je crois pas à la théorie du complot. Bon, évidemment, il doit y avoir de temps en temps, il y a des canards boiteux, il y a des pressions, il y a toutes sortes de choses. Mais encore une fois, qui pouvait dire que le Cap-Vert allait jouer comme le Brésil? Qui pouvait dire que la Namibie allait se qualifier? Qui pouvait dire que la Mauritanie allait battre l'Algérie et se qualifier pour un huitième? Donc tout ça, c'était pas prévisible. Donc je comprends le pauvre entraîneur algérien, il dit il y a trop d'inconnus. Et heureusement que dans le foot, c'est pas toujours les plus forts qui gagnent, et c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Et heureusement qu'il y a des surprises, parce que je sais plus, la soirée d'hier ou d'avant-hier, où il y a eu 5 buts en 3 minutes sur 2 stades. On ne peut pas dire que c'est voilà. Beaucoup de buts, des surprises, c'est un signe de qualité, de vitalité en tout cas, Gauthier Rybinski. Et puis plus généralement, que dire de cette organisation? Oui, vitalité incontestablement. La qualité aussi du foot africain n'est pas contestable. Et Dieu sait, alors sans faire de démagogie, qu'on peut s'ennuyer ferme devant certains matchs européens, alors que là, on a le sentiment que Cannes ou pas Cannes, il y a toujours la volonté de jouer, il y a quelque chose... Bon. En même temps, je remarque une chose, et moi je suis ravi qu'on discute de cela de manière passionnée, encore une fois, parce que c'est une façon finalement de contourner, de passer à côté de rivalités dont on dit qu'elles sont héréditaires entre un certain nombre. Mais la Côte d'Ivoire démontre à travers cet événement qu'elle a la capacité d'organiser un événement de dimension régionale et d'audience mondiale. Écoutez, oui. Alors, à ceci près qu'il y a la question des places, mais qui semble être non pas du ressort des autorités ivoiriennes, mais la façon dont la billetterie a fonctionné. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Mais il semble... Pardon ? On pourrait faire une thèse là-dessus. Une thèse, visiblement. Des achats massifs de billets qui n'ont pas été revendus derrière. Voilà, qui n'ont pas été revendus derrière, qui ensuite, évidemment, dont le montant, le prix a grimpé. Mais il semble, oui, simplement après... Donc le marché parallèle a mal fonctionné. Et voilà, le marché, oui, c'est ça, le problème c'est du marché, c'est qu'on lui fait trop... Il est ingrat parfois, le marché. Non, ce qu'il s'agit de voir, c'est ce qu'on posait comme question la dernière fois qu'on en a parlé, c'est de savoir si, par exemple, les Ivoiriens, une fois cette CAN terminée, auront un usage effectif et agréable et heureux de tout ce qui a été créé, notamment dans les stades. C'est des questions qu'on pose pour les JO ici en France aussi. Mais évidemment, et que X villes ou X pays qui ont organisé des événements de cette envergure se sont posés avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. En fait, le vrai débat, c'est surtout les stades eux-mêmes, parce que sur le plan de tout ce qui a été fait par ailleurs en termes d'infrastructures, routières... D'hébergement aussi. Hébergement, routier, les connexions entre les villes, tout ça, c'est fait pour durer. Après, les stades, il faut un championnat. Qui soit au niveau, donc ça c'est une vraie question. Il faut des événements, des concerts, etc. Donc Abidjan, oui. Boaké, certainement, parce que la ville est symbole. Elle est symbole de la réconciliation du Nord et du Sud. Korogo, c'est la grande ville du Nord, donc pourquoi pas. San Pedro, c'est le grand port cacaoyer, donc pourquoi pas. C'est ce qu'en feront les Ivoiriens eux-mêmes, la fédération, le gouvernement, etc. Donc, pourvu que ça ne soit pas la Grèce, quoi, que ce ne soit pas les JO d'Athènes. Mais même la Grèce, le problème, enfin bon, on ne va pas rouvrir les vieux dossiers, mais la Grèce d'avant les JO sur le plan des infrastructures et la Grèce d'après les JO sur le plan des infrastructures, c'est pas la même chose. Entre les deux, il y a eu la quasi-sortie de route de l'euro qu'on attribue en partie au fait qu'il y avait beaucoup d'autres choses en Grèce qui faisaient qu'on allait faire la sortie de route, en particulier le fait que beaucoup de gens ne payent pas leurs impôts, qu'on truandait les comptes publics, que les gouvernements ne disaient pas la vérité. Bref, tout ça, il ne faut pas... le foot et le sport, d'une manière générale, ont le dos large. C'est-à-dire que voilà, on fait les Jeux Olympiques, alors tout de suite, c'est la catastrophe financière. Non, si la France gère ses affaires normalement, si c'est transparent, et d'ailleurs vous avez remarqué que des juges ont débarqué en France dans les bureaux du comité d'organisation parce qu'il y a, semble-t-il, des choses pas très claires. Donc ça prouve qu'un système démocratique organisé peut produire un spectacle olympique ou une Coupe d'Afrique tout en étant relativement dans les clous, parce que bien sûr il va y avoir de la casse, bien sûr il va y avoir il y aura des incidents, bien sûr des Algériens ont essayé de rentrer dans l'hôtel des joueurs algériens, bien sûr sur les réseaux sociaux ça s'insulte avec joie et grandeur, mais in fine, pour le moment ça se passe plutôt bien. Et
et il y a des surprises, et il y a du beau foot. Juste d'un mot, quant aux effets peut-être non voulus, oui. Ziad disait qu'effectivement, ce qui est vraiment là où on attend les choses au tournant, c'est les stades. Je lisais récemment les propos d'un entraîneur ivoirien qui disait c'est formidable avec ces stades parce que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui sont en échec scolaire, on va pouvoir les accueillir dans le foot. Bon, vous voyez le risque aussi, nous on connaît ça aussi en France, hein, on vous dit, toi tu t'es pas terrible à l'école, bon, bah, on va te mettre vers le foot. Je veux dire par là, c'est peut-être anecdotique, et même complètement anecdotique, il faut simplement vérifier aussi qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un appel d'air de la sorte. Un mirage à travers le miroir aux succès Alouettes, sportif. comme nous avons eu aussi en France en 98, le miroir d'une nation réconciliée. Le Black Bomber. On l'a même eu bien avant avec, souvenez-vous, cette politique de la ville incarnée à l'époque par Bernard Tapie Totalement. et avec ses paniers de basket. Et oui, c'est ça. Et puis il y a un autre aspect qui est très important, c'est si vous faites une belle CAN, vous avez un effet de com externe assez important. Donc l'argent que vous avez investi, c'est un peu comme si vous aviez investi dans la pub, dans la communication, le nation building. Voilà, donc certaines cannes qui ont mal tourné ou qui n'étaient pas suffisamment attrayantes, bah, il ne s'est rien passé. Et il se trouve que là, on parle beaucoup de Côte d'Ivoire, on parle beaucoup... Et même les soucis des éléphants, les soucis de l'équipe participent presque indirectement à la communication globale. C'est parfois des bulles aussi, c'est ça le problème. Hein. Après, il faut se la dure. Voilà. La colère des agriculteurs, elle gagne Bruxelles, la Belgique elle-même, mais plus généralement l'Europe. C'est le message qu'a voulu adresser la coordination rurale, deuxième syndicat agricole français, en manifestant devant le Parlement européen ce mercredi. Pierre Benazet, vous qui êtes sur place pour France 24, c'est vrai que le mouvement s'étend au sein de l'Union européenne. Oui, effectivement, ça fait tache d'huile et c'est un mouvement qui est quand même déjà assez vieux parce que ce sont les Néerlandais qui en réalité ont mis le feu aux poudres et ça c'était déjà en 2019. Eux, ils manifestaient à l'époque, les Néerlandais, contre le projet du gouvernement de réduire par 2 le cheptel bovin aux Pays-Bas pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, une réorientation de la PAC qui allait dans le sens du pacte vert européen. Cette mobilisation néerlandaise ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle a même été portée jusqu'aux urnes puisque elle a bien réussi lors d'élections précédentes au mouvement agriculteur citoyen. Et puis en Allemagne, depuis 2023, le prix des carburants dont les suspensions ont été suspendues a entraîné beaucoup de tracteurs sur les routes. On a vu ensuite la Pologne qui manifestait contre les importations venant d'Ukraine, ensuite la Roumanie et puis plus récemment la France. Alors effectivement, ça se répand, ça fait tache d'huile. La Belgique a annoncé aujourd'hui des mobilisations pour la semaine prochaine. Le fait que ça soit à Bruxelles, c'est pas spécifiquement belge, mais effectivement c'est une raison de s'en prendre à la politique agricole commune, de s'en prendre à tout ce qui entoure les conditions de vie des agriculteurs aujourd'hui, dont très clairement beaucoup d'entre eux estiment que leur revenu a baissé et ça concerne l'ensemble de l'Europe. France, un premier syndicat agricole veut, dit-elle, des aides immédiates. Un mouvement qui gagne toute l'Europe, mais qui cible aussi spécifiquement les politiques européennes, l'Union européenne. Effectivement, c'est d'abord la PAC qui est dans le collimateur, la politique agricole commune. Elle a 62 ans aujourd'hui, la PAC. Elle est passée du productivisme au quota pour cause de surproduction et aujourd'hui, elle est dans une logique de verdissement et certaines mesures sont extrêmement décriées. Les agriculteurs, on les oblige désormais à avoir 4% de leurs terres en jachère. On les oblige à être en quelque sorte des gardiens de parcs naturels. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Donc la PAC 2023-2027, certains d'entre eux n'en veulent pas du tout. Et puis il y a d'autres aspects de la politique européenne auxquels ils sont extrêmement opposés. Et c'est en particulier le pacte vert européen. On a déjà vu les effets très nocifs de la future campagne politique européenne sur les avancées du pacte vert européen. En cette année électorale, il y a eu, dès en novembre dernier, la loi sur la restauration de la nature qui a perdu une partie de ses exigences, de son mordant. Il y a eu la loi sur les pesticides qui n'est pas passée. Les bovins ont été exemptés de la loi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bref, toute une série d'initiatives qui en plus disparaissent, par exemple l'étiquetage, l'équilibre nutritionnel. Il y a aussi la Commission européenne qui s'en prend aux loups. Tout ça, c'est destiné à donner des gages aux agriculteurs, surtout de la part des partis conservateurs, on va bien le dire. Très clairement, il y a eu
on l'a vu au Parlement européen, une opposition entre d'un côté les amis des agriculteurs et de l'autre côté les amis de l'environnement. Ça va être très serré durant la campagne européenne d'ici les élections en juin. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour France 24. Et oui, les agriculteurs qui ont dans le collimateur donc ce Green Deal, le fameux pacte vert avec sa stratégie de réduction des pesticides et de mise en jachère des terres. Les amis des agriculteurs d'un côté, ceux de l'environnement de l'autre. Ziad Imam, est-ce qu'il n'y a pas là une nouvelle illustration des oppositions qu'on avait observées durant la crise des Gilets jaunes ici, ces objectifs contraires finalement de lutte contre la fin du monde et pour la fin du mois? C'était recherché. Ah, c'est bien, c'est bien ça. Non, je pense que... Je ne sais pas s'il y a des parallèles avec les Gilets jaunes, parce que j'avais lu, je crois, dans un quotidien d'aujourd'hui, où on disait que finalement les agriculteurs sont plutôt d'une certaine manière des petits patrons. Ils sont patrons de leur exploitation et donc ils ont aussi, en termes de CSP, ils seraient plus dans le haut de l'échelle sociale que les Gilets jaunes qui avaient vraiment un problème. Mais on retrouve les mêmes idées, c'est-à-dire la dévalorisation du métier, le fait que les revenus baissent, et puis la disparité, quand on s'intéresse à ce sujet, on voit qu'il y a les petits agriculteurs, il y a le gros agribusiness, il y a le bio, le pas bio, tous ces gens sur des terroirs différents. Certains terroirs sont très esquintés par le changement climatique, je pense à tout ce qui est vinicole par exemple. D'autres terroirs sont protégés. Il y a des produits qui sont directement impactés par le libre-échangisme, mais le libre-échangisme favorise aussi les exportations européennes, on oublie de le dire, agricoles, qui sont parmi les plus importantes du monde, et qui posent des problèmes dans des pays émergents qui disent « oui, mais votre lait, votre farine, votre truc, tout ça, ça tue nos... » Donc, tout ça est très complexe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a malaise, et ce qui est sûr, c'est que l'adaptation au temps qui vient et le Green Pact et la PAC, les jachères, tout ça, ça va être compliqué. Et on le sait de plus en plus. Et en fait, il y a les amis de l'environnement et les amis des agriculteurs, mais il y a surtout cette nouvelle école d'économistes qui parle de faire de l'environnement coût-bénéfice. Et est-ce que ça vaut le coup, finalement, de scier en deux son agriculture? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des autres poches de lutte pour le développement? Le cas typiquement aberrant, c'est pourquoi le gasoil non roulant est taxé et pourquoi le kérosène des avions n'est pas taxé. Alors, je peux comprendre. Non routier, le gasoil non routier, le GNR, qui alimente les tracteurs, par exemple. Oui, alors je me mets à la place d'un agriculteur. Encore une fois, je parle des petites et moyennes structures. Je me mets à leur place. Pourquoi moi? Parce que en fait, si ça change, si les prix augmentent et tout, si les phytoproduits reviennent, qui va profiter aussi? C'est les très grands agribusiness. Eux, ils sont pour une délibération, pour que tout ça. Vous pouvez dire la Confédération paysanne qui représente plutôt les petits exploitants et pas du tout sur la même ligne. En tout cas, n'a pas les mêmes revendications que les grands business qui eux sont pour les produits désherbants, phyto, trucs et tout ça, quoi. Gauthier, et puis là-dessus, il y a un choc quand même. C'est celui de la guerre en Ukraine qui a à la fois eu un impact sur les prix des intrants, notamment agricoles, et puis aussi directement avec l'arrivée massive de denrées agricoles ukrainiennes pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Avec parfois des normes, c'est ce que disent aussi les agriculteurs, qui ne sont pas les mêmes, qui sont souvent plus permissives, notamment au glyphosate. C'est vrai. Et plus généralement aux phytosanitaires. C'est vrai. La question, pour le coup, et pour autant que je pose toujours, c'est de savoir quelle est justement la différence entre le coût que l'on paye là, et qui peut être abordé de manière différente aussi selon qu'on a tel ou tel pouvoir à la tête d'un pays. Par exemple, ce qu'on voit en Pologne aujourd'hui, c'est que le nouveau pouvoir polonais n'aborde pas les mêmes choses que le PiS il y a quelque temps, qui avait été confronté, évidemment... Il n'y a pas les mêmes électeurs non plus. Les mêmes électeurs non plus, voilà, qui avaient été confrontés à cette sorte de dumping ukrainien. Donc il y a cette chose-là, il y a la manière dont on l'aborde, et puis, encore une fois, c'est... On peut se demander quand même, pardonnez-moi, sur cette parenthèse polonaise, si Donald Tusk, je ne dis pas le même électorat à dessein, c'est qu'il a peut-être, lui, sacrifié sa classe agricole parce qu'elle ne vote pas précisément pour les libéraux pro-européens et qu'ils partent
passe par pertes et profits, ce qu'au contraire le PiS prétend défendre. C'est le risque, et vous voyez aussi que tout ça c'est lié aussi, également avec une image que l'on a de son propre pays. Qu'est-ce qui fait aussi, entre autres, le pouvoir, par exemple en France, des agriculteurs? C'est le fait qu'ils sont censés être dépositaires d'un certain nombre de valeurs. Et on voit bien, c'est ce que disait Pierre Bénazet, on a vu d'ailleurs pendant qu'il parlait la présence de Marion Maréchal Le Pen dans une manifestation. On voit bien qu'il y a, même pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne voteront pas pour ce type de personnage, qu'il y a quelque chose qui leur parle. C'est-à-dire, comme disait Ziad tout à l'heure, non seulement les revenus, mais le métier disparaît, la technocratie ou la bureaucratie bruxelloise est contre nous, etc. Donc il y a une signification politique qu'on n'avait pas vue d'ailleurs au début du mouvement des Gilets jaunes et qui ensuite est devenue presque première par rapport aux revendications qui étaient initiales. Il y a un risque, Ziad, que ça se traduise vis-à-vis notamment des pays du Sud par à la fois un glissement très protectionniste des mentalités ici en Europe, qui contribue à fermer davantage le marché, et puis l'impact direct sur les élections européennes. Alors là aussi, il y a des Suds. Parce que vous prenez l'Amérique latine est un continent agricole, producteur. C'est pour ça que le Mercosur pose un problème d'équilibre et de concurrence. Mais si vous prenez d'autres Suds, le problème, c'est pas je m'excuse d'avance, mais c'est pas la surproduction occidentale agricole. Leur problème à eux, c'est la sécurité alimentaire au jour le jour et la souveraineté. C'est-à-dire que si un conflit éclate quelque part dans le monde, on ne coupe pas le blé qui leur sert à vivre, ou si l'Inde décide du jour au lendemain de bloquer ses exportations de riz, ce qui était le cas il y a quelques semaines, ça ne met pas en danger des centaines de milliers de personnes en Afrique ou ailleurs. Donc on voit bien aussi que sur ces grands débats, on a des problèmes de pays riches, on a des problèmes d'adaptation de pays riches à des normes écologiques, on a des problèmes quand même qui sont liés au fait que moins d'agriculteurs produisent beaucoup et de quoi nourrir largement la planète, mais que dans l'autre périmètre du monde, on est sur des questions de survie, de ce qu'on appelle la sécurité, la souveraineté et d'un équilibre différent sur ces produits essentiels. Merci, oui. Non. On arrive au terme, désolé. Merci Ziad Limam, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. On n'a pas de temps additionnel, nous. Malheureusement, oui, on pourra en avoir 10 minutes. Sympa, en fait. Merci. Comme à la CAN. On se retrouve dans 3 minutes pour Il n'y avait pas match nul, donc c'est bon.